Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Green Business en Afrique, notre dossier du jour sera consacré aux objectifs du Fonds vert au Rwanda. Au sommaire également, au renforcement de la coopération bilatérale Burkina Faso-France. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé à Paris ce mercredi 12 avril 2017 pour une visite officielle sur invitation de son homologue français François Hollande. Et puis refus d'immunité aux ex-putschistes présumés au Burundi. Selon Benjamin Nkapa, le médiateur de la crise, cette mesure de clémence faciliterait la participation de ses opposants au prochain round des pourparlers de paix inter-burundais. Le président burundais Pierre Nkurunziza a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Régis Unkpe, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Bienvenue également à nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Rokindikeza. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout de suite, donc, l'info du jour. Le président du Burkina Faso en visite officielle en France. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu à l'Élysée ce 14 avril 2017 par son homologue français François Hollande. Au menu des discussions, la coopération bilatérale et l'actualité internationale. Les précisions de Graziella Diacounté. Après la Guinée et le Niger, place au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu ce vendredi 14 avril 2017 au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande qui vit ses derniers jours en tant que président de la République. Au-delà de l'aspect symbolique, cette rencontre a été dominée par les questions de coopération en matière de défense, de sécurité et de renseignement. Occasion aujourd'hui pour le président Kaboré et le président Hollande qui est en fin de mandat de faire en tout cas le point sur les relations qui lient les deux pays et puis bien évidemment renforcer en tout cas et réaffirmer la position du Burkina sur la scène internationale. Aujourd'hui, la coopération bilatérale et avec tout ce qui est bien évidemment cette urgence au niveau de l'actualité internationale, c'est déjà cette question sécuritaire. Et pour cause, longtemps épargné, le Burkina Faso connaît depuis 2015 des attaques djihadistes. Il était donc question de sécurité nationale, mais aussi régionale. Ouagadougou est en effet la principale base du commandement des opérations spéciales au Sahel, un dispositif essentiel de l'opération Barkhane qui couvre également le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. La guerre contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité autour des frontières de ces 5 pays passe pas forcément par le renseignement, ça passe également par la volonté des populations qui sont frontalières. Donc il faudrait arriver à renforcer cette coopération avec l'aide militaire de la France, bien évidemment. La coopération économique n'était pas en reste. Le président français François Hollande a réitéré sa volonté d'accompagner le plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Mais à quelle hauteur? C'est désormais avec son successeur qu'il faudra le déterminer. Gracien, on vient de le voir, on a donc un autre président africain qui rend visite à François Hollande, qui est au terme de son mandat. Cette nouvelle visite est une forme d'adieu obligatoire? On peut dire que ce n'est pas vraiment une forme d'adieu parce que je ne vois pas pourquoi les Africains viendraient dire adieu à Hollande. Mais c'est aussi une façon de marquer, disons, une présence en montrant même aux candidats présidentiels en France, de dire voilà, on a été là au moment où vous faites la campagne. Donc, si vous gagnez les élections, comptez sur nous. Donc, on pourra revenir. Pour moi, c'est juste pour la photo et puis parce qu'il va y avoir très peu d'accords. Le président Hollande, il va engager la France dans peu d'actions, de nouvelles actions. Et quel est l'objectif de cette visite alors finalement?
L'objectif en soi, c'est, comme je le dis, c'est une façon d'être présent sur la scène française au moment où il y a la campagne électorale. Et aussi, il y a aussi, bon, disons, des conclusions de certains accords pour qu'il y ait la continuité. Il y a des accords, par exemple, au niveau de la sécurité ou autre chose, que le président peut décider sans vraiment recourir à d'autres institutions pour qu'il y ait vraiment la continuité de ses actions. Et aussi, il faut dire que le président Hollande, je pense qu'il va le dire, il a un candidat. Le candidat, s'il gagne les élections telles qu'on le dit, donc il pourra dire, voilà, j'étais voir le président Hollande, donc vous êtes le dauphin d'Hollande. Il devra y avoir la continuité. Jean-Marie, une continuité de renforcement entre le Burkina Faso et la France, est-ce que vous voyez, vous aussi? C'est ce que je vois là-dessus, tout simplement. Pourquoi Diarra? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ce n'est pas parce que vous avez un président qui s'en va que ça voudrait dire que la coopération bilatérale ou multilatérale qui pourrait y avoir entre les États africains et la France s'arrête. Hollande, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a rempli sa fonction sur 5 ans, et à partir de là, même ce qui est signé aujourd'hui devra être respecté demain par le prochain président de la République. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le domaine de la coopération internationale, cette coopération internationale n'obéit pas à un individu, ça engage l'État français en tant que tel, au même titre que ça engage l'État burkinabé. Donc à partir de là, cette visite-là, nous avons vu dans le reportage que c'était une visite qui était essentielle au niveau sécuritaire et au niveau économique. Nous savons tous très bien que ça ne fait pas depuis longtemps que le président Kaboré est là. Donc, il a essayé, si vous voulez, au plan interne, d'assainir déjà la scène politique. Et maintenant, il faut se lancer dans la diplomatie internationale pour pouvoir relancer l'économie burkinabé en tant que telle. Donc, pour moi, c'est une visite d'État comme une autre. Il ne faut pas tout simplement regarder, si vous voulez, l'aspect d'un individu qui s'en va. La continuité de l'État ne dépend pas d'un individu. Ça dépend, si vous voulez, de la souveraineté de cet État-là. Et une fois que ces accords sont signés, ils seront respectés. Monsieur Moupé, vous voyez, vous, de bon augure, ces visites qui sont mises en place à la fin du mandat du président français? Je pense que pour le président français qui part, il n'y a plus grand-chose à espérer parce qu'il a fini son mandat. Mais effectivement, comme il vient d'être rappelé, l'État est en continuité à Ouagadougou comme à Paris. L'essentiel donc de cette visite apporter. On ne sait pas encore qui va être élu à la tête de l'État français. Peut-être qu'il y aura une rupture au niveau de ces relations Afrique-France. Que ce soit X ou Y, la diplomatie continuera son cours. Le président Kaboré, je ne suis pas certain qu'à cette étape, il y ait eu des accords qui vont engager son État. Mais ce qui est sûr, sur la question sécuritaire, il y a eu comme une redite, il y a eu comme un bilan qui doit être fait. Sur les accords économiques, après, c'est tellement autre chose. Maintenant, sur l'aide publique au développement, d'ailleurs, qui est très discutée pendant cette campagne présidentielle par tous les présidentielles, il faudra effectivement évaluer pour savoir quelle est la part de la France pour le Burkina Faso. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en est quand même assez loin. C'est une visite d'apparat, c'est une visite officielle et qui replace certainement Ouagadougou dans le concert des nations juste après ce qu'on a connu. On va à présent parler du Burundi, où le président Pierre Nkurunziza refuse l'immunité aux ex-putschistes présumés. Le facilitateur dans la crise, Benjamin William Mkapa, lui avait suggéré d'accorder une immunité à ceux qui sont accusés d'être impliqués dans le coup d'État manqué de mai 2015. On fait le point tout de suite avec Sharon Camara. 2 ans après le début de la crise burundaise, le facilitateur Benjamin Mkapa a suggéré au président Nkurunziza d'accorder une immunité à toutes les personnes accusées d'être impliquées dans la tentative de putsch de mai 2015. Le président de la République du Burundi y a opposé une fin de non-recevoir. Le président n'a pas refusé d'accorder une immunité provisoire. Il a informé le facilitateur que selon le prescrit de la loi burundaise, ce concept d'immunité provisoire ne figure nulle part dans le texte qui régit le du Burundi. Cette mesure de clémence avait pour objectif de faciliter la participation des opposants au prochain pourparlers de paix inter-burundais. Dans sa réponse, Pierre Nkurunziza a expliqué que les personnes poursuivies doivent être jugées. De ce fait, elles ne peuvent bénéficier de mesures de grâce présidentielle ou d'amnistie. Du côté de l'opposition, cette décision ne surprend pas. Je ne connais pas, du moins, une personne ou un groupe de personnes qui auraient tenté de renverser Nkurunziza encore comme président légal. Et le seul qui a fait un coup d'État contre
la constitution contre le peuple burundais, c'est Nkurunziza et son oligarchie. Alors que le Burundi est plongé dans une crise depuis 2015, les pourparlers inter-burundais, dont l'objectif est d'aboutir à une réconciliation nationale, sont au point mort. La situation du Burundi sera le sujet principal du prochain sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui aura lieu à la fin du mois d'avril en Tanzanie. Des solutions pour une sortie de crise y seront évoquées. Gracia, est-ce que ces éventuelles immunités auraient pu être un signe d'apaisement, d'après vous? En fait, c'est un non-problème. Parce que, en fait, les putschistes, les présumés putschistes, on parle du général Niyombare et le général Habarugira qui sont à l'étranger. Les autres sont emprisonnés dans la prison de Gitega. Ceux qui sont en prison, je pense qu'on ne parlait pas de ces gens-là qui vont négocier. Et le général Niyombare et le général Habarugira n'ont jamais demandé à participer aux négociations. Il n'y a aucun putschiste qui dirige un parti politique, aucun putschiste qui devait intervenir au niveau des négociations. Donc, c'est un faux... Quel était l'objectif de M. Kapa en demandant une éventuelle immunité à ces putschistes? Je ne vois même pas pourquoi l'ancien président Kapa se lance dans une telle discussion alors qu'il sait bien qu'il n'y a aucun putschiste, sauf que Nkurunziza remet l'étiquette de putschiste à tous les politiciens, à tous les opposants. Mais en même temps, il faut dire que Nkurunziza oublie que lui, il bénéficie jusqu'aujourd'hui de l'immunité provisoire qui a été signée avec les accords quand il y avait l'ancien président Buyoya qui était au pouvoir. Donc, il bénéficie de cette immunité parce qu'il était condamné, il allait être condamné pour avoir posé des mines antipersonnelles dans des routes qui ont tué pas mal de gens. Donc, c'est cette immunité-là. Est-ce que ça aurait été un moyen de pression ou pas pour relancer justement ce dialogue qui est aujourd'hui? Mais il n'y a aucun... Le problème, justement, s'il accordait cette immunité, c'est à qui? Le problème, c'est déjà qui est posé, qui est concerné. Parce que les soi-disant putschistes ne sont pas en réalité des gens qui ont fait le putsch. Les opposants n'ont pas participé dans le putsch. Et d'ailleurs, le général Niyombare c'est un militaire. Quand il a fait le putsch, il y a très peu de militaires qui l'ont suivi. Ce ne sont pas les civils qui allaient s'aventurer pour suivre quelqu'un qui n'est même pas suivi par les militaires. Il avait pratiquement 200 militaires sur une armée de 23 000 hommes. Donc, pratiquement, c'est un non-événement de cette question. Jean-Marie, quand on voit que finalement la situation reste dans l'impasse, immunité ou pas, aujourd'hui, par quel argument on peut faire pression des deux côtés? Moi, je vois plusieurs, c'est-à-dire sur quoi, c'est-à-dire au Burundi, on va jouer tout simplement. Pourquoi? Parce que comme on voit les événements se dérouler, j'ai l'impression que le président Nkurunziza, c'est-à-dire c'est une espèce de fuite en avant dès le départ. Dès le départ, nous avons constaté cette fuite en avant-là qui consiste, lui-même au départ, avait de réclamer un dialogue inclusif à l'intérieur. Si vous voulez, il avait rejeté l'Union africaine et tout ce qui s'ensuit. Vous avez l'Union africaine qui s'est déplacée. Ils ont été, si vous voulez, vous avez des réunions qui ont eu lieu pour essayer d'assainir la scène politique. Vous avez l'Union africaine qui a donné, si vous voulez, une décision qui était, pas une décision, qui a donné son avis sur les événements. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il s'est passé la chose suivante, que l'Union africaine n'était pas d'accord avec la politique qui a été poursuivie par le président Nkurunziza. Mais malheureusement, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est senti renforcé par la position du président Zuma. Le président Zuma l'a renforcé sur sa position en se disant tout à fait que quand vous avez un poids lourd de l'Afrique comme l'Afrique du Sud qui me soutient, bon, maintenant je peux continuer, si vous voulez, ma marche en avant sans se préoccuper de ces dialogues inclusifs-là qui étaient un peu... Les sanctions internationales ne fonctionnent pas. Mais les sanctions internationales ne fonctionnent pas tout simplement. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours dit sur ce plateau, quand on se retrouve avec des situations comme celle-là, il faut de la contrainte. La contrainte, c'est-à-dire la diplomatie, vous avez certains cas sur lesquels la diplomatie ne fonctionne pas. Donc il faudrait que l'Union africaine se donne des moyens, j'ai dit bien des moyens militaires pour pouvoir agir sur des situations qui sont des situations iniques dans certains pays en Afrique. Donc à ces conditions-là, nous allons tout le temps appeler l'extérieur pour que l'extérieur vienne à notre rescousse. Il faut dire qu'il n'y a pas de sanctions en soi, il y a de l'aide qui a été baissée. Parce que de la part de l'Union européenne. Oui, mais les sanctions en soi, ce sont les voisins, la sous-région, notamment l'East Africa Community, qui pourraient appliquer un embargo, comme ça s'est passé du temps de Buyoya, pour l'obliger à aller à Arusha négocier. S'il y a un embargo économique contre le Burundi, Nkurunziza ne peut pas résister, il ne peut pas continuer à faire cette politique. Il peut y avoir un embargo économique et puis aussi, il peut y avoir une intervention militaire, comme ça s'est passé en Ouganda à un certain moment. Et quand on voit justement, M. Moupé, que d'un côté, on a par exemple le Conseil spécial des Nations Unies qui tire la sonnette d'alarme autour de ce conflit burundais, on a de l'autre côté le gouvernement burundais qui, lui, affirme qu'il n'y a
aucune crise dans le pays. On est face à une situation complexe. Le président burundais est totalement dans une situation de non-droit et il use non pas d'autorité mais d'autoritarisme. Il est certain de son bon droit alors que la réalité même de sa position aujourd'hui, elle est totalement elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle et je suis d'accord, c'est pas tant l'amnistie ou la grâce présidentielle qui aurait pu arranger les choses, mais de toute façon, ce qui est certain, il est confiant que c'est dans la situation de pourrissement qu'il est en train d'entretenir qu'il pourra rester et qu'il pourra prospérer. Moi, je pense que l'opposition politique aujourd'hui telle qu'elle est doit plutôt mieux se former, mieux se condenser, parce qu'on est en face d'un système qui est un système inique et qui ne ressent aucune pression à la fois du continent et à la fois Vous pensez que la médiation qui est mise actuellement en place ne servira pas à résoudre Je suis peu confiant sur les avancées et sur les résultats. Et je suis d'accord, je pense que la pression qui doit être faite, elle n'est pas diplomatique, parce qu'il faut être concret. Une pression militaire enfin, sans m'avancer, je pense qu'il faut quand même aller... Certainement, s'il faut aller à une pression militaire, il faut... après, bien sûr, il y a le risque pour les populations civiles, mais je suis certain que le président tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas d'un trait de plume, ce n'est pas la diplomatie qui réglerait quand même le cas burundais, qui est un cas quand même unique. Et dans la plupart des pays africains où ça s'est passé, on sait les conséquences toujours portent pour les populations civiles. Il y a une chose en Afrique, c'est-à-dire qui est déplorable, c'est tout simplement pourquoi. Parce que vous avez le droit qui est piétiné, si vous voulez, dans la majorité des pays africains quand il s'agit de l'affaire politique. Alors que le droit, dès l'instant, c'est-à-dire en Nkurunziza, c'est un président illégal là où il est, tout simplement. Quand on se réfère des accords d'Arusha, c'est-à-dire normalement Nkurunziza ne devrait pas être président. Mais que fait l'Union africaine là-dessus? Quelles sont les pressions qui sont mises en place dès l'instant que nous ne respectons pas le droit, nos textes qui sont votés par nous-mêmes les Africains, écrits et votés par nous. Bien que ça, de temps en temps, si vous voulez, on prend des références à l'extérieur, mais dès l'instant que vous avez un accord comme celui-là, il doit être respecté. Il faut que la communauté internationale se lève et puisse faire respecter le droit. Pardon, on va juste marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.